Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette rencontre de présentation et de discussion autour de l'ouvrage de Samy Manga qui se trouve à ma gauche, qui s'intitule La dent de Lumumba, régicide contre la colonie. Un ouvrage qui vient de paraître ou qui est paru à la fin de l'année dernière, peut-être quand même aux éditions Météor, donc une édition belge, qui est aussi une librairie d'ailleurs, qui est basée à Bruxelles et qui édite ce texte de Samy Manga. Aujourd'hui, nous avons aussi l'honneur de compter parmi nous les deux préfaciers, donc Véronique Clet-Gakuba, qui est à ma droite, et David Jamar, qui est à ma gauche. Voilà. Donc on va discuter autour des questions coloniales, une fois n'est pas coutume, avec l'idée de questionner le passé colonial belge. Hein. La Belgique, c'est pas forcément... sur ce sujet-là qu'on a le plus d'infos, qu'on est le plus calé. C'est quand même, bon, quand on est lillois, la Belgique, c'est quand même deux pas d'ici. Et en même temps, on verra que cette histoire sanglante, l'histoire qui est aussi l'histoire de la négrophobie occidentale, elle nous ramène à des préoccupations bien françaises aussi. Donc évidemment, l'idée, c'est de faire une histoire croisée de la colonisation, mais aussi de la post-colonie et bien aussi du présent. Voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je remercie quand même, je fais les remerciements toujours en début de rencontre parce que sinon après j'oublie. Donc merci à la librairie Bigle-Moi de nous accueillir, c'est toujours un plaisir d'être ici. Ça fait très plaisir. Merci à Sandra avec qui j'ai préparé cette rencontre, avec qui on a lu le livre et avec qui on a préparé les questions. Voilà, alors évidemment pour commencer, je pense qu'on ne peut pas faire l'histoire de Lumumba et de cette dent de Lumumba sans faire l'histoire du colonialisme et de l'histoire de la Belgique au Congo. Donc je vais poser les questions de manière ouverte aux intervenants, après à voir qui se sent de répondre ou pas. Juste pour annoncer un peu mon intention, c'est j'ai prévu l'intervention en 3 temps. Après avoir posé un peu les bases du contexte colonial belge au Congo, revenir sur l'affaire Lumumba et sur le personnage Lumumba, parler ensuite de ce rêve de régicide qui est en fait le cœur du récit de Samy, qui sera vraiment le cœur de la discussion, et ensuite je ne me voyais pas conclure la discussion sans faire le lien avec les assassinats policiers qui endeuillent la France mais aussi la Belgique, puisque j'ai lu en préparant l'entretien que vous deux, les deux préfaciers, vous étiez membres du collectif, alors je sais pas comment vous l'appelez, Vérité et Justice pour la mine Bangoura, qui est un jeune Belge qui a été assassiné par 8 policiers devant son domicile en 2018 et qui renvoie à la question de l'actualité de la négrophobie dans nos sociétés. Évidemment, vous avez des cas français qui vous viennent en tête immédiatement, donc c'est dans le prolongement de ces violences qui sont infligées au corps noir hier et aujourd'hui. Ça c'est un peu le plan. Ensuite, Samy nous fera une lecture performance voilà, d'ici une petite heure, et puis après on gardera du temps pour échanger avec le public. Voilà un peu comment on va organiser la rencontre. Sur la question de la Belgique au Congo, est-ce que vous vous sentez de prendre la parole sur quelques dates jalons qui vous paraissent incontournables, histoire que tout le monde parte un peu avec les mêmes bases avant de rentrer dans le vif du sujet? C'est gratuit si jamais. Hein. C'est moi qui commence. Ouais, parce qu'il y en a quelques-uns, je sais pas. Si c'est une question de date, certainement que la date de 1884-1885, mais elle concerne l'ensemble de l'Europe. Puisque, c'est vrai que pour l'histoire coloniale belge, elle est très très marquante, puisque c'est l'acquisition par le roi Léopold II du Grand Congo comme territoire privé, personnel. Et donc ça veut dire énormément de choses en termes de suprématie, en fait. C'est même pas une question d'État colonial, il n'y a pas à faire des hiérarchies, mais enfin quand même, il y a une mégalomanie, ça en dit long sur la mégalomanie avec laquelle commence l'histoire coloniale belge en Afrique centrale. C'est aussi un énorme territoire pour un tout petit pays qui est vraiment naissant, puisqu'en 1884-1885, la Belgique, en fait, elle a à peine 50 ans. Donc c'est le début, l'acquisition de ces terres-là comme terre personnelle, comme territoire personnel.
Donc je répète bien, c'est vraiment une acquisition personnelle du roi Léopold II. Et donc l'État belge à ce moment-là n'est pas concerné par la question coloniale. C'est son acquisition personnelle. Et d'ailleurs, avant ça, il avait diligenté, enfin ça faisait déjà quelques... Samy, je sais que tu en parles très bien, parce que il a... voilà, on était dernièrement dans une librairie à Bruxelles et tu t'en as fait état, mais donc quelques années précédemment, il avait déjà envoyé Stanley pour faire des repérages au Congo central. Donc voilà, il a fait un lobbying énorme en Allemagne, la conférence de Berlin, 1884-1885, où l'ensemble des grandes nations se distribuent le continent africain. Et donc Léopold II, lui, s'est assuré que personnellement, il allait pouvoir acquérir le Congo. Donc il me semble que ça, c'est évidemment une date importante, ça c'est certain. Et puis c'est une date aussi importante parce que ça parle de la question coloniale à un niveau non plus uniquement bilatéral, parce qu'aujourd'hui on a tendance à en parler comme ça, la France-Afrique avec ses anciennes colonies, l'Allemagne avec ses anciennes colonies, qui les a perdues, la pauvre, après la Première Guerre mondiale, récupérée par la France, récupérée par la Belgique. Mais enfin, ou la Grande-Bretagne évidemment, mais on oublie dans nos analyses parfois que la question coloniale et post-coloniale elle continue de se gérer à l'intérieur d'États qui discutent entre eux. Je veux dire, avec 1885 aujourd'hui, 150 ans plus tard, parfois on perd de vue que la négrophobie, c'est une question européenne, et on reste parfois englué dans des petites histoires entre colons et colonisés. Voilà. Et donc, je pense que pour cette raison-là, c'est vraiment une date phare à retenir. Quoi. Ce sont aussi les dates de la conquête et des résistances à la conquête, avec toute une série d'opérations militaires de conquête extrêmement dures. Et ça, c'est un autre enjeu important aussi, il nous semble, c'est de voir aussi qu'il n'y a pas eu des conquêtes sans des résistances également extrêmement fortes, qui ont d'ailleurs posé des problèmes à l'armée, à l'armée, oui, on va dire à l'armée léopoldienne, la force publique. Voilà, ça c'est quand même aussi, c'est toute cette période de mise en place aussi des formes d'extraction à venir, etc. Et puis, il y a une autre série de dates, je vais te laisser reprendre bien sûr, mais une autre série de dates où... suite à déjà, alors c'est une spécialité belge, je crois, pas que, mais c'est une grosse spécialité belge quand même, suite à une série de commissions rapportant, si vous voulez, rapportant des critiques qui étaient émises depuis la Belgique, mais également depuis l'étranger, y compris Conan Doyle et des gens comme ça. Bon, il va y avoir quand même une commission qui se penche sur la question congolaise et la question de Léopold au Congo. Et cette commission va considérer qu'il y a quand même eu un petit peu d'exagération et qu'il était temps de passer à une forme de colonie au sens strict du terme, d'accord, qui se présente donc au début comme une forme de mieux de civilisation par rapport au geste de Léopold II. Voilà, donc à son décès, le Congo devient colonie belge. Il y a quelques modifications en termes de droit du travail, par exemple, et des choses comme cela. Et alors, c'est l'histoire la continuité de l'histoire coloniale sous une autre forme, qui est celle, entre guillemets, plus classique d'un État, entre guillemets, d'un État colonisateur, entre guillemets, plus classique. Autre petite note en bas de page par rapport à ce que on disait, c'est que dans toute la mythologie, dans toute la façon de raconter cette histoire, on a toujours un monument qui le dit à Bruxelles. Il s'agit quand même d'un civilisateur, Léopold. D'accord, voilà, c'est comme ça qu'il s'agit de se présenter. Et donc, s'il faut un civilisateur, il faut des sauvages. Alors, il y aura bien sûr les sauvages qu'il s'agit d'élever. Et puis, il y a d'autres types de sauvages barbares qui seront plutôt la figure... des esclavagistes
dits musulmans. Et donc vous avez encore ça, un monument à Bruxelles qui montre, qui est censé montrer que l'opération est avant tout aussi une opération anti-esclavagiste. Ce qu'apprécieront fort peu, évidemment, l'ensemble des personnes qui ont travaillé en travail forcé, parfois avec des contrats de travail tout à fait étonnants, de 8 ans par exemple. Si vous ne respectiez pas ce contrat de travail de 8 ans, vous étiez poursuivi pénalement, enfin, entre autres choses liées au travail forcé et aux morts liées au travail forcé. Mais donc, ça c'était léopoldien. Et puis voilà pour quelques dates, et puis il y a les dates de la décolonisation. Samy, si tu veux, enfin, je peux continuer sur les dates. Oui, vas-y, je te laisse. Non, mais tu as aussi dit quelque chose à Pulpit Blues. Donc, en 1908, suite à cette fameuse commission, puisque les exactions commises au Congo sous Léopold II sont de manière internationale complètement décriées. C'est vraiment le sommet de la violence impériale que représentent ces exactions. Le coupage de main. Avec le coupage de main. Et Samy Mangat a dit quelque chose qui avait attiré mon attention à Pulpit Oui, Blues. mais qu'il réussit à nous faire encore un tour de magie, comme souvent les colons sont magnifiques. Et excuse-moi, je dis juste comment on nous le dit en Belgique, et puis je te laisse continuer. Voilà. Parce que c'est pour ça que ça m'a interpellée quand tu l'as dit. En Belgique, quand on nous parle de l'histoire coloniale avec des dates, on nous dit de 1885 à 1908, le Congo appartient à Léopold II, c'est son territoire privé, on nous le dit comme si c'était normal. Et il y a une passation, on nous parle du changement en fait. Même si on va au Musée royal d'Afrique centrale, c'est pas plus problématisé que ça. On nous parle à peine de cette commission que tu viens d'évoquer, et on nous dit qu'en 1907, 1908, il y a eu une passation et que le Congo est devenu enfin colonie belge. Et c'est à ce moment-là, comme tu l'as dit David, qu'on va commencer à parler de colonie modèle. C'est le terme qui est utilisé en Belgique. Et on ne serait plus dans un régime esclavagiste, parce que c'était esclavagiste sous Léopold II, on serait dans un régime de travail forcé. Et donc il y a un jeu de mots comme ça, perpétuel, qui donne l'impression d'une progression, jusqu'à ce que, évidemment, on en arrive à de la propagande. Il n'y a plus qu'un pas pour dire que la colonisation avait des bienfaits pour la population, quoi. Mais il commence, ces propagandes, elles commencent avec ce passage-là qui n'est pas du tout interrogé sur qu'est-ce qui s'est traficoté voilà, dans ce passage de Léopold II à l'État belge. Mais il réussit à faire un tour de magie absolument incroyable. Je ne sais pas comment il fait. D'ailleurs, j'essaie de l'avoir au téléphone pour savoir. C'est compliqué. Il ne veut pas te répondre, à mon avis. Il réussit donc entre 1883 et 1884, donc à l'occasion de cette fameuse conférence de Berlin, non pas comme certains autres colonisateurs qui vont avoir droit à genre État par État, c'est-à-dire que l'État, par exemple les Hollandais ou les Français vont, voilà, on va leur donner cette partie de l'Afrique, mais lui il réussit à avoir toute une colonie, un pays pour lui, c'est-à-dire qu'une colonie personnelle. Ce n'est pas une colonie belge, ça n'a rien à voir avec la Belgique. C'est lui, parce qu'il est peut-être trop beau, je ne sais pas comment, mais il arrive donc à négocier ça à la table de Berlin. On lui donne avec les grands tontons des États-Unis, donc on lui dit, tu es magnifique, donc on va te donner ce coin-là, avec tous ces êtres humains, tous ces arbres, toutes ces rivières, en fait, c'est à toi. Et en 1907, donc 1908, quand il est en train de mourir et que les scandales des mains coupées et de toute cette histoire douloureuse sur le Congo va éclater, il va décider encore un tour de magie magnifique. Il va donner le Congo à l'État belge. Il est vraiment gentil, le gars. Il va se dire, bon, là, voilà, ça c'est, je vais léguer ça
à la Belgique, et ça va être voilà, accepté, quoi, parce que pour ces gens-là, le Congo, ni ce qui se passe au Congo, c'est pas des êtres humains, c'est un coin, c'est un bout de terre, donc on peut très bien donner à quelqu'un qui lui décide de redonner à quelqu'un qui est l'État belge. Et alors il était aussi, pour comprendre les tours de magie, il était aussi spécialiste de fabriquer en fait des partenariats publics-privés, on dirait. Maintenant, il a même créé une association, je pense. Oui, complètement. Puisqu'il était aussi à Bruxelles un grand promoteur immobilier, hein, je veux dire. C'est aussi sa marque, sa patte sur Bruxelles dans les pierres, etc. est d'ailleurs extrêmement importante. Et donc il fabriquait comme ça il a beaucoup joué, il a pleinement joué du régime des concessions, et de pouvoir donner en gestion des concessions à toute une série d'acteurs belges, là, bien, même si ce n'était pas la Belgique, mais belges, d'acteurs économiques belges importants. Et ce régime des concessions va aller avec le régime, dans le régime des concessions, il y a la possibilité de gérer la police privée, quoi. Et donc, il y a aussi la question d'une police enfin privée. Léopold était un personnage très très embarrassé par l'absence de pouvoir absolu qu'il pouvait avoir en Belgique. Voilà. Mais il s'appuie bien sûr sur toute une série de corps sociaux qui vont être d'emblée extrêmement actifs dans la fabrication et dans l'organisation de sa propriété personnelle, mais qui est d'emblée quand même aussi une colonie économique belge. Du point de vue du capital. Alors pour avancer un petit peu, j'aimerais qu'on en vienne au personnage de Lumumba lui-même, hein, celui autour duquel ton livre s'articule. Le personnage de Lumumba, évidemment, il évoque spontanément l'indépendance du Congo, indépendance qui est obtenue le 30 juin 1960 et qui est l'occasion pour Lumumba de prononcer un discours qui est quand même resté assez important, notamment parce qu'il se fait en présence des autorités de la métropole et c'est presque un discours de confrontation, hein. D'ailleurs a priori, enfin qui passe. Alors Lumumba est Premier ministre, hein, c'est le premier ministre du Congo indépendant. Il n'est pas président de la République congolaise, c'est Kasavubu qui l'est et qui fait un discours que Lumumba trouve décevant, et il prend la parole derrière et il fait ce discours où il rappelle que dorénavant le peuple congolais, le peuple belge se parleront d'égal à égal, et puis surtout il y a une teinte panafricaine très importante, hein, puisqu'il fait des références à Kwame Nkrumah. On sait qu'il a été à Accra, à différentes... voilà, il est formé au panafricanisme, et tout ça ressort dans ce discours du 30 juin 1960, qui d'ailleurs figure en postface de l'ouvrage. Voilà, c'est aussi pour ça que je le mentionne. Et donc, alors là, finalement, je présente Lumumba par la fin, donc je ne sais pas si on prend le temps quand même d'expliquer un peu cette trajectoire. Je sais que Samy, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, puisqu'en fait, donc Lumumba, il est Premier ministre à partir du 30 juin, mais il est assassiné par la CIA et la Belgique le 17 janvier 1961. Et c'est un peu là qu'arrive l'histoire de ce double assassinat, puisqu'il est non seulement assassiné voilà, en tant qu'individu, en tant que menace politique pour la Belgique et les États-Unis, mais aussi sa dépouille est assassinée, puisque le gendarme Gérard Soët, qui est inspecteur général de la police du Katanga à l'époque, fait disparaître son corps et le dissout dans de l'acide sulfurique. Donc là, on va revoir ces questions de cette double violence, cet assassinat, y compris symbolique, hein, sur la dépouille de Lumumba. Donc voilà, je ne sais pas si on revient un peu en avant, est-ce que ça peut être intéressant de mettre des jalons sur la trajectoire de Patrice Lumumba? Ouais, ce serait pas mal. Vas-y. Ouais, parce que après, c'est toujours très compliqué moi, j'ai eu des retours des gens qui ont lu le livre et ce qui est normal, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir la connaissance globale de notre humanité. Il y a des gens qui disent, mais en fait, tu parles de qui, il s'est passé quoi? Et ça, c'est assez significatif aussi, surtout en Occident. Parce que j'ai appris dernièrement qu'en fait, l'histoire de la colonisation dans les manuels scolaires en Occident est presque inexistante. C'est vraiment à la gloire de Léopold, de Gaulle et de tout le reste. Et il y a beaucoup de gens, même quand j'ai raconté l'histoire du chocolat, il y avait des gens qui étaient là, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? Ils ne savaient même pas qu'est-ce qui se passe pour qu'ils aient du chocolat tous les matins
voilà, au petit déjeuner. Alors Samy fait référence à son livre qui est Chocolaté, qui est paru aux éditions Éco-Société il y a 2 ans, et qui est aussi un mélange d'un essai politique et de poésie, mais on reviendra un peu sur la forme qui est la tienne, parce qu'elle est très particulière. Ouais, c'était juste pour dire qu'en fait, c'est à partir de là que j'avais remarqué en fait, ce phénomène de non, on ne sait pas, c'est quoi, c'est qui Lumumba. Alors que moi je suis là, mais mec, je suis pas bolivien ou sud-américain, mais je sais qui est Che Guevara, quoi. Je sais pas, mais... Et donc, du coup, dans mes présentations, je me suis dit que c'était important peut-être de mettre un petit contexte. Alors, je ne suis pas historien, je ne vais pas aller plus intelligemment que il est à droite, ouais, c'est ça. Donc, de mon frère à droite et tout. Mais je me suis dit, ce serait peut-être bien, avant de rentrer dans le texte, de mettre un petit contexte comme ça, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour ceux qui savent déjà tout bien, mais au moins pour situer un peu la situation dont on décrit, à quelle époque et il s'agit de qui. Donc en gros, je pense que je vais passer le tonton Léopold, on a déjà... On a bien développé. Oui. Voilà, on a déjà bien évoqué ça. De toute façon, il n'est pas très intéressant. Donc, Patrice Lumumba, de son vrai nom... Voilà, Elias Okitasombo, il s'appelle. Il est né donc le 2 juillet 1925 en République démocratique du Congo. Alors on dit que c'était un élève brillant et qui avait le souci de comprendre l'histoire de son pays. Et il va fréquenter dans des écoles des missionnaires. Évidemment, pour les moins naïfs, on sait très bien que les missionnaires, à l'époque de la colonisation, c'est une branche armée des colonisateurs. Donc, on ne se trompe pas de ça. Et ces gens-là, ils avaient la mission, en fait, si vous voulez, de donner une certaine éducation, de former un certain nombre de jeunes Congolais, mais pas de les éduquer de manière... pleine, quoi, vraiment pour qu'ils soient autonomes. C'était en fait des individus où il fallait apprendre 2-3 mesures comme ça, une éducation rudimentaire pour servir encore dans le pouvoir colonial. Parce que ce qui était intéressant, c'est pas d'avoir un gars du Congo qui est intelligent et qui va occuper un poste de responsable. Non, il fallait avoir des subalternes finalement pour pouvoir accompagner l'œuvre du colonisateur. Donc Lumumba, lui, il commence à comprendre ça. Il est très jeune dans ses écoles et il commence à se plonger un peu dans les livres, dans les manuels pour comprendre un peu l'histoire de son pays et de l'Afrique. Et donc plus tard, en 1943, il devient employé à la Cimétan. La Cimétan, c'est une société minière installée à l'est du Congo. Et donc, il prend ses marques là-dedans. Mais c'est aussi important, c'est vraiment un moment important parce que c'est grâce à ce 1943-là qui va déterminer finalement la suite de sa vie. Parce qu'en travaillant dans cette société minière, il se rend compte qu'en fait, le Congo a quelque chose de particulier, que tout le monde veut. En fait, le Congo a des minéraux. Le Congo est un pays extrêmement riche. Pour ne pas vous effrayer, c'est le pays le plus riche de la planète. Et c'est la vérité, il n'y a rien à dire. Au vu des ressources minières, de ce que c'est déjà un pays qui fait, je ne sais pas, 20 fois la Belgique. D'ailleurs, je me demande toujours comment il a réussi à faire ça. 80 fois, je crois. 80 fois la Belgique, pardon. Donc, là, moi, je suis même gentil. Donc, vous imaginez un pays 80 fois que la Belgique qui a été massacré par tonton Léopold. De toute façon, Lumumba se rend compte de ça, que ce pays est important. Et donc, il commence un peu à se rebeller. Et puis, en 1945, voilà, il prend conscience de ça. En 1954, il reçoit un magnifique diplôme qui m'énerve tout le temps. Donc, une espèce de carte d'immatriculé, autrement appelée la carte d'évolué. Les gars, ils étaient loin quand même. C'est-à-dire que le pouvoir colonial qui était en place donnait des cartes aux Congolais, à certains Congolais qu'ils estimaient avoir acquis une certaine éducation pour être capables de travailler à leur côté. Et s'être débarrassé dans les jugements qui sont donnés, parce que c'est des jugements, s'assurer qu'ils se soient débarrassés de leurs croyances ou de leur manière de faire. De penser, de croire.
Donc, polygamie, la polygamie est mentionnée, mais pas que. Aussi, c'est des questions religieuses, aussi, toute une série de choses. On connaît bien ça en France aussi. Oui, Voilà. oui. Mais ouais, ben oui, non, c'est... Et donc, il y a tout ça, cette carte d'évolu là, c'est un peu ça. En gros, vous l'aurez compris, c'est encore une fois le système esclavagiste. De quel droit ils pensent qu'ils peuvent délivrer des cartes à des gens pour qu'ils se sentent être humains? Là, c'est un autre débat, mais triste. Donc, en 1956, Lumumba est donc par la suite employé à Stanleyville, où il est Cuba. Il est dans une brasserie, et je crois que c'est aussi là où son problème politique va commencer, parce qu'il va se faire emprisonner, étant à la tête de cette brasserie. On va l'accuser des détournements de fonds, mais en réalité, parce que depuis 1943, il travaillait à la Cimétan, et il voyait très bien le voyage des matières premières, qu'est-ce qui se passe, l'ingérence étrangère, et donc à partir de là, il va commencer à avoir des problèmes, mais tout de même, on va l'emprisonner pour détournement et tout ça, et puis de toute façon, il va se défendre, parce qu'il va dire que les employés, ça fait au moins 1 an qu'ils n'ont pas été payés. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser de détournement si... je sais pas, tous mes employés n'ont jamais été payés depuis 1 année. On voit bien la manipulation un peu politique pour le faire taire. Donc, c'est en 1957. En 1958, sa popularité commence à grandir, parce qu'il a quand même une opinion. Il a vu ce qui se passait à la Cimétan, il a vu ce qui se passait à Unibra, à la Société des brasseries au Congo. Et donc, en 1958, il décide avec des amis de créer un parti politique, le MNC, donc le Mouvement Nationaliste Congolais, pour, voilà, faire face de manière, on va dire, par les urnes, de prendre position de manière légale. Et il fait ça avec ses amis. Et cette année-là, ben, il y a des élections, je pense que c'était en mai, et pendant ces élections, il remporte un gros suffrage dans la province orientale, donc il est tout de suite. Mais évidemment, pays avec des ressources minières, donc qui commencent à être pillés, dévastés, avec des rébellions qui commencent à naître de partout, bah, finalement... Ça va bien. Sabotage. Je crois que c'est le sabotage. C'est possible, hein. Donc, donc bref, alors qu'est-ce que je disais? Donc il fait ça, il monte ce mouvement, ce MNC avec ses compatriotes, il gagne cette élection, et les élections, bah, leur victoire provoque des émeutes. Et là, évidemment, vous êtes chef d'un parti politique, donc on vous attribue la responsabilité. Il va en tôle avec la complicité d'un mauvais président congolais qui s'appelait Joseph Kasavubu, très gentil, je pense que c'était le tapis de la Belgique. Et donc, il va aller en prison pour ça. Sauf que, ben, en janvier 1960, il commence à avoir vraiment des velléités d'indépendance. Là, le Congo en a marre. La Belgique, vous êtes gentil, mais c'est le moment de foutre le camp. Nous, on a besoin, on veut notre indépendance. Et la Belgique veut organiser ça encore une fois dans un cadre où ils ont le contrôle. Avec les gens avec qui ils veulent discuter. Pas avec des véritables nationalistes, des gens qui s'entourent de ce Kasavubu-là et de tous ces gens. Mais sauf que le peuple congolais fait opposition. Il dit clairement, vous voulez négocier l'indépendance du Congo, Lumumba est en prison, nous on veut que ce soit Lumumba qui vienne à Bruxelles pour parler pour nous. Et là, le colon, il est un peu déstabilisé. Non, ça ne va pas parce qu'il y a tout le monde là, il y a Kasavubu et tout. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Finalement, il plie. Donc, on fait sortir. Ça, c'est magnifique comme film, quoi. S'il y a des cinéastes ici. Le gars, il est en prison, en haillons, tabassé. Il sort de la prison. Il atterrit à Bruxelles en costard, cravate, bien coiffé. Et tous, c'est les mêmes gens, c'est-à-dire qu'ils l'ont torturé et maintenant qu'ils veulent le sortir pour arriver à la table de Bruxelles, on le lave bien et tout. Bref, c'est un autre cinéma. Et donc, il va y avoir des négociations rudes là-dedans parce que les tontons de la Belgique, qui nous aiment beaucoup, ils pensent que l'indépendance du Congo
doit venir, il faut encore peut-être 30 ans, ils ne sont pas encore prêts, ils sont jeunes les Congolais, donc il faut les apprendre à gérer un pays et ils proposent l'indépendance. Voilà, ils demandent encore, non, vous n'êtes pas prêts. Là, c'est au moins 30 ans qu'il nous faut. Et là, voilà, il faut que ce soit progressif, qu'on vous civilise normalement au fer rouge, quoi, quelque chose comme ça. Mais bref, et là encore, il y a des Congolais, donc Monsieur Kasavubu, qui sont d'accord, puisqu'il est acquis à la cause belge, et Lumumba et un certain nombre de ministres disent, les gars, non seulement ce ne sera pas dans 30 ans, ça va être aujourd'hui. On n'a pas le temps, c'est fini, et il va décrier cette situation de manière claire. Ils vont exiger l'indépendance immédiate. C'est pas genre vous allez réfléchir et tout. Et finalement, l'indépendance va être programmée pour le 30 juin 1960. Donc, ça va se passer comme ça. Et en mai 1960, il va donc avoir les élections, les premières élections qu'ils appellent des élections libres, alors qu'on sait que c'est des élections truquées à la gloire du colonisateur. Bref, donc ils vont faire ça et Lumumba va devenir, par la force de l'opposition, on parlait de résistance tout à l'heure, souvent on parle de l'histoire de la colonisation comme s'il n'y a jamais eu de résistance, alors que c'est totalement l'histoire du chasseur qui vient raconter des bêtises à la ville, quoi. Bref, donc il va se passer ça, il va devenir le premier, par la force du peuple, il va devenir le premier ministre donc, du Congo, avec comme président Joseph Kasavubu. Donc lui, on sait déjà qui il est. Et au courant donc de cette cérémonie, notre gentil tonton donc, de Bruxelles qui s'appelle Baudouin va prononcer un discours magnifique, quoi. Vraiment un discours à la gloire du colonisateur, de ce qu'ils ont fait dans le Congo. Et il le dit, j'ai un extrait, il dit par exemple, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. On peut passer ou on parle d'autre chose parce que donc il le dit comme ça. Évidemment, c'est dégueulasse, ça ne marche pas. Lumumba qui n'était pas prévu donc de prendre la parole parce que M. Kasavubu avait verrouillé toutes les velléités voilà, qui peuvent entacher sa collaboration avec la Belgique. Lumumba prend la parole, montre à l'estrade et il lit un discours complètement contraire, nationaliste pour les valeurs du Congo, et il parle de regard en regard avec le roi Baudouin et lui dit, mec, cette indépendance, si aujourd'hui on l'a, ce n'est rien, ça n'a rien à voir avec la volonté de la Belgique, c'est par la lutte. Si aujourd'hui on la prononce, c'est par la lutte des Congolais, des gens qui sont battus depuis des années, de millions de morts, c'est pour ça qu'on a l'indépendance. Et évidemment, le tonton belge n'est pas content avec ses alliés, voilà, ses alliés occidentaux. Et le 4 septembre 1960, alors que notre cher Kasavubu, donc président du Congo, évidemment un président très très dilué, décide d'émettre Lumumba de ses fonctions de Premier ministre. On peut très bien comprendre que ce n'est pas ordre des colonialistes parce qu'il n'était pas contrôlable. C'est quelqu'un qui revendiquait une identité nationale. Voilà. Il y avait déjà, Mobutu était déjà rentré en scène à ce moment-là. En scène aussi, lui aussi en infiltré. Oui, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que c'est surtout Mobutu, plus que Kasavubu, qui a, en complicité avec les Belges, engendrer la situation qui allait déboucher sur l'arrestation de Patrice Lumumba. Je crois, hein, parce qu'à ce moment-là, il y a des émeutes à Kinshasa parce que, en fait, Lumumba veut nationaliser l'armée. Parce que les Belges sont restés à la tête après l'indépendance. Ils sont néanmoins restés à la tête. Déjà, ils sont restés actionnaires d'une série de grosses firmes. Ils le sont encore aujourd'hui, comme les mines du Haut-Katanga. Il y a toujours ce contentieux économique.
Et ils sont restés aussi explicitement à la tête de l'armée. Et Lumumba, lui, il voulait foutre dehors voilà, l'état-major. Tandis que Mobutu était celui qui permettait à la Belgique de l'ingérence de la Belgique. Et donc les émeutes à Kinshasa, mal gérées soi-disant par Lumumba, prison. Enfin, je dis ça pour remettre Mobutu dans l'histoire. C'est la thèse de ce que tu racontes, c'est très bien décrit, d'ailleurs je le recommande ici, dans le film de Raoul Peck sur Lumumba, qui en fait tu dis c'est cinématographique, mais c'est dans le film, quand on va le chercher dans sa prison pour l'envoyer à Bruxelles, négocier sur l'indépendance, c'est vraiment, ça c'est dedans, et ce que tu dis aussi, en fait tout y passe, tout est fait pour atrophier, empêcher une indépendance réelle, y compris les velléités sécessionnistes du Katanga, où on va mettre en avant des leaders qui sont plutôt pour découper, pour morceler le Congo plutôt qu'un Congo uni, etc. Tout y passe en fait. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment bien montré dans le film de Raoul Peck qu'on trouve facilement sur YouTube, alors dans une qualité assez médiocre, je vous le confie. Mais je l'ai regardé pour préparer, sur le Lumumba. Voilà. On le trouve, voilà. C'est quand même plutôt une bonne source d'information. Pour comprendre un peu ce qui se passe même aujourd'hui encore au Congo. Alors je vais finir par là avant de vous raconter comment est né ces livres finalement. Donc il y a cette histoire qui se passe et finalement le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné au Katanga avec deux de ses compagnons, donc Maurice Polo et Joseph Okito, qui étaient des ministres aussi, voilà, engagés pour la cause congolaise. Et voilà, ça va être un moment triste, puisqu'il y a même tout un autre petit cinéma encore très magnifique. Donc il va être assassiné, ils vont l'enterrer. Et finalement, quelques jours après, ils vont se dire que non, non, on va pas... Si on l'enterre quelque part, ça suppose que peut-être après, ça va être un lieu de commémoration, un endroit. Donc, ils repartent avec les tontons policiers belges. Donc, ils le redéterrent quelques jours après. Et là, il y a un témoignage qui est dans les vidéos qui est public. Ils sortent le corps de Lumumba et ses compagnons, ils le découpent en morceaux. Voilà, suffisamment pour que ce soit fait, et ils le mettent dans un tonneau d'acide, ils le brûlent. Je crois que je pense que vous le soulevez dans la préface, c'est-à-dire tuer jusqu'à la mort. Cette idée-là, c'est même pas simplement tuer quelqu'un. Je ne sais pas si vous imaginez ce que vous avez dit. Vous avez dit tuer quelqu'un, il est suffisamment mort, mais eux, ils trouvent qu'il n'est pas encore mort. Donc ils vont le découper, ils vont le faire disparaître dans un tonneau d'acide. Là, on est en 1961, tranquille. 2016, voilà, on regarde la télé et tout, et puis tu vas sur Internet, tu trouves un monsieur, voilà, un bon blanc gentil, qui est belge, et qui raconte comment il a pris part à cette soirée-là. Il était parmi les gens qui ont découpé le corps, qui l'ont mis dans l'acide, et qu'il a même réussi à faire un truc... à féliciter, il lui a arraché deux dents pour garder pour lui, quand même. Parce qu'il voulait faire un collier, un truc comme ça. Donc il a arraché deux dents. Ça, c'est en 2016, voilà, c'est public. Et ce type-là s'appelle Gérard Souette. Voilà, il le dit clairement. Là, maintenant, c'est présent sur Internet. Et donc, je suis perdu. Là, on est en 2016 et le 20 juin, alors on était en 1961, on a assassiné Lumumba. En 2016, donc il se passe des dizaines d'années, on a ce type-là qui avoue avoir participé. Et le 20 juin 2022, on a un événement magnifique, la meilleure chose qui nous est arrivée de tous les temps. C'est le roi belge qui vient nous remettre la dent de Lumumba au Congo. Donc, voilà, il y a deux événements qui sont organisés pour ça. Voilà, à Bruxelles, je pense. Voilà, on ramène le... Comme toujours, au Palais d'Équemont. C'est toujours là que la soi-disant réconciliation est performée au Palais d'Équemont à Bruxelles. Je ne sais pas très bien ce que c'est ce palais, mais enfin, depuis les années 60, il y a des cérémonies qui sont des simulacres de réconciliation. C'est habituel. Et donc ça se passe là, et la deuxième cérémonie se passe à Kinshasa, au Congo.
Donc ça c'est tout bien, c'est gentil, merci. Et donc, en gros, Patrice Lumumba, voilà, c'était un militant africain congolais qui ne voulait rien d'autre que la libération de son peuple, qui ne militait pour rien d'autre que pour la dignité humaine, comme chacun de nous. Il n'était pas extrémiste sur quoi que ce soit. C'est simplement quelqu'un qui avait pris conscience qu'il était dans un beau pays, riche en ressources de toutes les manières, et que ce pays-là était braqué par les Occidentaux, par le colonialisme et par la Belgique. Et ce type-là, il était marié. Il avait une femme, une magnifique femme qui s'appelait Pauline Opango, et qui est née en 1937 et qui est décédée le 23 décembre 2014. Et elle a passé toute sa vie, vous pouvez imaginer, à se battre pour la réhabilitation de la mémoire de son mari. Elle a vécu tout ça quand Lumumba s'échappe de sa résidence pour fuir et qu'il se fait attraper pour amener au Katanga. Elle est avec elle. Donc, elle a vécu cette douleur dans son corps et elle a passé le temps à la décrier comme elle a pu. Elle est morte dernièrement. Et Patrice Lumumba étant donc père de 6 enfants. Voilà, ça c'est un gros... On va rentrer dans le vif parce qu'avec tout ça, on n'a même pas commencé à parler du texte en fait. On avait déjà fini. C'était pour que tout le monde comprenne. Donc là, on va commencer, ça va ça se passe bien non, mais on va arriver sur cette... On était comme au cinéma. C'était bien, c'était un magnifique trailer. On va commencer sur cette histoire de régicide, peut-être quand même qu'on discute un peu la proposition de Samy Manga dans son texte, puisque justement ton texte s'ouvre avec le rappel du discours prononcé par Philippe de Belgique donc le 8 juin 2022 à Kinshasa, dans lequel il fait l'expression de regret. Donc alors vous écrivez que si les Congolais obtiennent des regrets, alors attention, vous faites quand même bien le distinguo entre regret, c'est très très différent de responsabilité, hein, exprimer des regrets ou reconnaître des responsabilités, c'est quand même il y a quand même un abîme entre les deux. Vous faites le lien dans la préface avec les mobilisations qui ont parcouru Bruxelles autour de Black Lives Matter en 2020. Et on fera le lien après parce que c'est aussi pendant les mobilisations de Black Lives Matter que naît le collectif Justice pour Lamine Bangoura que j'évoquais en introduction. Alors en fait, le parti pris de Samy Manga, c'est une réponse au discours de Philippe et c'est une affirmation que ces regrets n'ont absolument aucune portée réparatrice. Et en fait, ce que tu proposes finalement, c'est de tourmenter ce Philippe de Belgique, hein, mais de le tourmenter vraiment la personne. Hein, en tant que personne, c'est son corps hein, qui est maltraité pendant les 80 pages de l'essai. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, quelqu'un fait ça en France, il est fiché S direct, quoi. Enfin, franchement, c'est pas mal quand même. C'est un parti pris intéressant. Donc, donc la question, bon alors, parce qu'il faut bien poser une question, hein, c'est pas tout de poser le cadre. Bon alors la question évidemment qui est posée, c'est donc, moi j'aimerais bien vous entendre sur cette histoire de regret, responsabilité, qui a à voir, vous écrivez que ça a à voir avec l'innocence blanche, qui est une manière d'éviter la question de l'héritage des violences et de leur réactualisation dans le présent. C'est une manière unilatérale de se présenter comme un partenaire, c'est une espèce de posture d'auto-décolonisation totalement factice, où on déclare qu'à partir de maintenant, ce sera plus jamais comme avant. Alors on ne sait pas trop bien exactement pourquoi ce sera plus exactement comme avant. Donc tout relève en fait de la posture factice et c'est ça un peu qui suscite ta colère quand même. Ben oui. Évidemment. Très clairement, c'est-à-dire qu'on est en 2023, donc je suis tranquille à mon atelier, je travaille un peu et je reçois un lien dans mon téléphone d'un frère camerounais qui met un lien qui me dit « Regarde ça, est-ce que tu as vu ça ?» et tout ça. Moi, je clique. Et je vois qu'il y a une cérémonie qui se passe donc au Congo, cérémonie dans laquelle il y a le gentil tonton, donc le roi belge avec sa femme. Et tout ça, c'est dans une belle ambiance avec les tam-tams et les amis africains qui font leur show. Et
Donc je lis, mais je me dis, qu'est-ce que tu veux me raconter? Donc je continue. En fait, je réalise que c'est une cérémonie qui se fait dans le cadre de la restitution de la dent de Lumumba. Déjà, j'entends la dent de Lumumba, je suis perdu. Parce que oui, je connais l'histoire de l'Afrique, je connais l'histoire du Congo, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu parler d'une dent de Lumumba. C'est vraiment, je suis là, bon, la dent de Lumumba, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je découvre finalement l'article et tout, et en fait, en réalité, mes craintes sont fondées. Effectivement, je découvre qu'on me parle d'une dent, de 2 dents de Lumumba, que je viens de citer là avec ce policier belge et tout. Voilà, je découvre pour la première fois. En fait, on m'explique qu'il y a quelqu'un qui aurait arraché les dents de Lumumba pendant qu'il était en train de le découper et qu'il avait gardé ça gentiment dans le tiroir de sa maison à Bruxelles et que 60 ans après, il a ressorti ça, il passe à la télé et il parle de ça. Et 2 ans après, le roi a décidé que non, il vient nous remettre la dent. Donc moi, je suis un peu perdu. D'abord, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pour moi, ça fait froid dans le corps. Je ne comprends pas. Quelqu'un dit ça et tout. En gros, c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Un des policiers belge qui a participé à l'assassinat de Lumumba, qui était là présent, qui a participé à le déterrer et tout, raconte cette histoire, comment ça s'est passé. Et c'est sur Internet. Comment il a découpé et récupéré ses 2 dents. 60 ans après, on n'a jamais entendu parler de ces dents. Il y a quelques années après, je crois qu'il y avait un écrivain, il y a Hugo Claus. Oui, avec le poème. Voilà, qui a fait un poème. Et je ne sais pas si ça a été forcément entendu. Médiatisé du côté flamand, parce que c'est un poète flamand. Et son poème est paru dans une grosse presse flamande. Et ce poème, je ne sais pas pourquoi tu voulais en parler, Samy, mais Ouais, parce que c'est la première fois quand j'ai fait le lien, c'est de là que j'entends un peu que ça a été, on a parlé de ça. Lui, Hugo Claus, il avait déjà entendu Sout s'exprimer parce qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises, Sout. À un moment donné, après son décès, c'est sa fille qui s'est exprimée, et donc il l'avait déjà entendu une première fois avec ce même cynisme, et Sout avait dit qu'il avait jeté les dents de Lumumba dans la mer du Nord. Mais je pense, peut-être je me trompe, mais Ludo de Witt, sociologue, qui est celui qui vraiment a travaillé, un travail de fourmi pour arriver aux conclusions que la Belgique était complice dans l'assassinat de Lumumba, avait lui-même interviewé Sout. Et je pense que dans son livre, il y a des extraits de Sout. Et c'est comme ça que Hugo Claus est au courant que Sout prétend qu'il a jeté les dents. Et donc, tout ça pour dire qu'il fait un poème en disant, sous une forme poétique, où sont les dents. Enfin, il dit, pour le faire rapidement ici, qu'il n'y croit pas à la thèse des dents. Jeté les dents. Il n'y croit pas. Ouais. Il a bien senti qu'il y avait un rapport de chasseur à son fétiche. Oui, son trophée, oui, parce que fétiche, ça ne va pas là-dedans. De trophée. Et donc, il sous-entend aussi qu'il y a du recel. Et c'est comme ça que... Et c'est vers quelle année? La de Witt, c'est 2000. Et le poème, maintenant j'ai peur avec les exactes chronologies, mais c'est comme ça. Mais ça fait pas si longtemps que ça, une quinzaine d'années. Soit ça avant et c'est 80. Lui, il a parlé en 2016, quelque chose comme ça. Je pense que c'est sa fille, je pense qu'il est déjà mort en 2016, et lui il parle avant, en 2080. Et puis Ludo de Witt commence en 90. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Son livre, Ludo, c'est 98. Oui, 98, 99. 98. Ouais. Bref, en gros, c'est ça, quoi. C'est l'histoire, c'est comme ça que moi j'apprends aussi en allant chercher. Et finalement, donc je découvre ça.
je suis sidéré que ce soit une situation normale qui est là, le mec, on voit des extraits sur Internet et qu'il n'y ait pas véritablement... Alors, ce qui est encore choquant, c'est justement, on est dans une période de réparation, dite des périodes de réparation, des histoires des mémoires et tout. Et là, à ce moment-là, ben, tu vois bien une situation qui est quand même horrible, où avant même de passer aux histoires de réparation des mémoires, il faut quand même arriver même à inculper, à reconnaître une injustice, clairement, mais ce qui n'est pas fait. Et donc, moi, j'étais extrêmement choqué. Alors, même pas choqué plus tard, je n'étais même plus choqué par le colonisateur, parce qu'on est habitué, on est entraîné. Mais j'étais encore plus choqué par mes frères africains et mes frères congolais. La façon dont ils ont reçu le roi belge avec sa femme pour nous ramener une dent factice comme ça. Et que tu vois des gens qui sont en train de dire merci, vraiment, nous sommes contents. Alors que là, on est proprement, clairement en face des gens qui ont créé le drame congolais, qui ont assassiné Lumumba. Donc, je ne vois pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi ce type peut encore, c'est-à-dire que cette politique coloniale peut encore se mettre en scène pour se glorifier et avec nous comme complices. Et ça se passe au Congo avec un gentil président qui est congolais, avec leurs amis. Et dans la presse internationale, on ne parle pas des 10 millions de morts du Congo. On parle d'une forme d'avancée pour le gouvernement belge. Vraiment, là, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant, alors qu'on a très bien compris, alors vous avez la raison aujourd'hui, ça fait 3 mois, il y a 7000 morts au Congo. Et ces 7000 morts au Congo, ben, ça n'a pas commencé, le conflit n'a pas commencé il y a 3 mois. Il a commencé en 1883. Et donc, c'est une histoire longue depuis toujours. Aujourd'hui, on se pose la question que le type arrive en 2022 nous ramener une dent et que nous, l'Afrique, j'aurais même pu pardonner qu'il fasse ça. Mais pas nous, pas nous. C'est comme si on avait une mémoire de l'oubli extrêmement féroce et même qui, je sais pas, qui ne nous amène à rien parce qu'on n'a même pas la conscience qu'il y a 60 ans, on a perdu des milliers de gens dans un pays. Léopold II, c'est 23 ans pour finir, c'est 23 ans de règne, c'est 10 millions de types assassinés. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont congolais, qui ont tous un frère, un ami, un cousin, qui est étroitement lié à ces crimes-là. Donc moi, c'est un peu le truc qui m'a fait, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, il faut que je vienne ici. J'imagine, t'as bien fait. Non, mais dans ce que tu rappelles, dans cette histoire du déficit d'histoire, dans cette volonté de s'excuser sans même avoir fait le détour et le décompte des crimes et l'inventaire, et comme tu dis, d'avoir inculpé, d'avoir instruit ces crimes. Alors on retrouve ça dans ton récit, puisqu'en fait le corps de Philippe de Belgique, il est promené dans les différents espaces-temps, donc de Berlin à aujourd'hui, en fait, en passant par les années 50, etc. Il est promené sur les lieux aussi des crimes coloniaux, et en fait, donc c'est une manière de faire de l'histoire, c'est une manière de faire cet inventaire des crimes et de la multiplicité des sites dans lesquels le crime colonial s'est déployé. Et donc il y a une idée tacite là-dedans, c'est qu'avant de présenter les excuses, faut commencer par faire de l'histoire. Et ça peut renvoyer à des considérations pragmatiques, la question des archives coloniales belges, donc ça c'est une question sur laquelle aussi on pourrait développer, et la question aussi peut-être de ce qui est montré dans les musées belges, je pense au musée de Tervuren, qui est aussi intimement lié à Léopold et la famille royale belge. Donc cette histoire, en fait, voilà, si on ne fait pas ce travail-là, on est dans la pure posture, en fait. C'est ça. Juste revenir un moment parce que tu disais en riant, ça serait fiché S. Bon, c'est clair que ça a été un petit peu réfléchi aussi par l'éditeur à un moment donné, cette question s'agit-il d'un appel au meurtre ou pas d'un appel au meurtre, enfin des histoires comme ça, qui font partie ne fût-ce que du droit, voilà, droit d'expression, liberté d'expression, droit pénal, tout ça. Mais ce qui se passe pour la Belgique, le pari a été que quand même le palais royal, qui est quand même assez puissant, n'a pas trop intérêt à nous poursuivre directement en justice.
parce que ça multiplierait les ventes, enfin ça ferait un peu de publicité sur toute une C'est déjà la deuxième tirage, je crois. Ouais, voilà. Oui, d'accord, mais enfin, ça en rajouterait. Sans penser qu'on avait pensé lui envoyer le manuscrit pour qu'il fasse la préface. Mais c'est vrai que ça a été un des conseils de l'avocat, envoyez-leur au Palais Royal. C'est mieux, ils sont au courant comme ça, etc. Ils vont pas. Le plus risqué viendrait plutôt. Bon, les services, ça, ce serait pour d'autres choses. C'est sans doute sur les violences policières, etc. Les démantèlements de statuts, ça, c'est autre chose pour des fichages. Mais pour ça, disons que. Voilà, il y aurait eu trop peut-être que la presse nationale aurait fait finalement un petit mot dans les pages culture sur le livre de Samy, ce qui n'a pas été le cas, et ça marche quand même sans ça, ce qui est quand même assez intéressant, je dois dire. Mais donc du coup, il y a eu cette tension, cette réflexion-là quand même. Ce qu'il y a par contre, et vous avez sans doute peut-être ça en France aussi, c'est qu'on a en Belgique, c'est lié à la question notamment du musée de Tervuren aussi finalement, on a en Belgique des associations d'anciens colons qui courent derrière la refabrication de l'histoire. Et ces gens-là ont eu une bonne vie, tant mieux pour eux, et donc ils ont le temps à la retraite, etc. Ils sont assez présents, hein, voilà. Et ce sont ces personnes qui pourraient commettre les gaffes de poursuite juridique, plus encore que le palais lui-même. Donc c'est quelque chose, et ils essayent en général d'être présents dans toute une série, tout un temps, notamment quand il y avait des histoires décoloniales et tout, il y avait toujours eu, à l'Université de Mons, on avait organisé un colloque sur la question de la colonialisation, décolonisation. Voilà, on a eu des représentants de ces associations qui sont venus essayer de nous raconter en fait la bonne et vraie histoire, ce qui en passe très souvent par une série d'anecdotes familiales, rejetant toujours et incessamment sur d'autres, le pire qui bien sûr arrivait, vous voyez, l'histoire des brebis galeuses, etc., qui était bien sûr présente, mais en revenant sur un rapport à la mémoire, qui est un rapport à la mémoire extrêmement privé, individuel, fait aussi de toute une série de fantasmes sur le Congo et la nature. Enfin, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, sur ce rapport à la mémoire. Je ne sais plus pourquoi j'ai ça, si pour dire finalement que, pour rebondir sur la question des formes de violence, parce que c'est lié, la violence qui a été réservée au corps de Lumumba, même si arrivait ce que Samy Manga, même si disons qu'il préconise et qu'il aurait les moyens de faire qu'on démembre le corps du roi Philippe et qu'on le force à aller dans toute une série d'endroits. D'ailleurs, je lance une cagnotte. Roi Philippe, n'exagère pas. Roi Philippe qui est quand même la figure qui a l'air la plus fade de toute la royauté belge. Hein, je veux dire, c'est quand même de loin la figure qui est censée représenter une espèce de pas grand-chose, s'excusant, etc. Voilà. Et donc cette histoire-là, c'est... Oui, c'est ça. Pourquoi je disais quoi ? La violence. Ah oui, et donc cette violence-là, même s'il faisait ce truc de le faire comme ça, ce qu'il faut quand même, le parti pris qu'on a eu aussi de dire, enfin qu'on a dit, je pense ensemble, je crois qu'on est d'accord, c'est quand même pas la même violence qu'une violence, c'est pas la même mise à mort qu'une mise à mort de disparition, où vous faites traîner quelqu'un dans l'acide et puis on le garde honteusement, sans être honteux, en étant à moitié fier, une sorte de trophée, qu'une espèce de procession d'un corps auquel on s'adresse. Dans le livre, il n'arrête pas de s'adresser, on lui demande de sentir, on lui demande d'écouter, on le situe. En fait, il est comme être humain, en tant que il hérite de toute sa famille, etc., il est quand même traité autrement si on prend, comme savent le faire certaines sociétés à régicide à certains moments d'ailleurs. Mais donc, il est plus ou moins respecté là-dedans, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas le même type de rapport à la violence. C'est-à-dire même cette violence, on va dire fantasmée, écrite, etc., qu'on pourrait dire, ah ben quoi, se répondre... Non, c'est encore là, même malgré tout, autre chose. Je ne dis pas ça pour dire que c'est super gentil. Je ne parle pas de gentillesse, je parle de type de mécanique complètement différent. Et ta question, c'était l'histoire... ça musée. Ah oui, ça c'est rebondir. Non, je vais pas. Peut-être après. Pas maintenant sur le musée, mais sur les regrets. Je voulais. Enfin, tu as. Je sais pas si tu as posé une question sur les regrets, mais bon, en tout cas, voilà, je réponds. Parce que ce que vous avez dit m'a permis aussi de mieux sentir aujourd'hui même pourquoi les regrets, c'était absolument impensable de les accepter, même si on pourrait encore dire, bon, c'est déjà un pas supplémentaire, parce que dans son discours, il a aussi reconnu, le roi Philippe,
le lien entre le racisme contemporain anti-noir d'aujourd'hui et le colonialisme d'hier. Et ça, c'est quelque chose, je pense, en France comme en Belgique, avant ça, même quand en tant que sociologue ou en tant que personne racisée, quand on faisait ce lien, on nous disait, bon, enfin non, vous rêvez, c'était avant, c'est terminé, la période coloniale est terminée, aujourd'hui le racisme, c'est un autre phénomène, il n'y a pas nécessairement de lien. Et là, il a légitimé quelque part ce lien et il a formulé des regrets. Et donc, on aurait pu avoir une forme de satisfaction. Et en fait, avec ce qui vient de se dire, je comprends mieux pourquoi moi, comme toi, en fait, non, tout, mais pas des regrets, s'il vous plaît. Déjà, comme tu dis, c'est tellement en rapport direct avec ces anciens colons qui font tout pour garder un lien affectif avec le Congo. Je ne sais pas si c'est caractéristique de toutes les colonies européennes de tenir comme ça autant à l'entretien d'un lien quasi fraternel avec le Congo. Et donc c'est au-delà d'une nostalgie d'avoir perdu sa colonie, c'est vraiment, il y a presque une manière de se prouver son humanité à soi-même si on est frère avec les Congolais. Et on l'entend quand on va au Congo, même les Congolais parlent des Belges, nos amis les Belges, et le terme d'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Et je pense, mon hypothèse, c'est que c'est vraiment propre à la Belgique, parce qu'avec le Rwanda et avec le Burundi, c'est absolument pas comme ça. Je pense que c'est pas comme ça entre la France et l'Algérie. Mes amis algériens ou mes amis français, je pense pas que ce soit ce type de lien qui unissent le colon et le colonisateur, enfin, et le colonisé. Je pense pas que ce soit comme ça avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, dans la manière de dire « je regrette », alors qu'on était dans une période, il y a une commission passée coloniale qui était en cours à ce moment-là, parce que ça faisait 5-6 ans que les militants associatifs afrodescendants étaient de plus en plus mobilisés, enfin, je dis étaient, parce que ces opérations-là ont fait du mal à la lutte, en fait. Puis il y a eu George Floyd, les statuts, enfin il y a vraiment un gros mouvement antiraciste et colonial en Belgique depuis 2015. Et donc là, la Belgique n'avait plus trop le choix, enfin elle aurait pu faire autre chose, mais elle a mis en place une commission pour étudier son passé colonial dans le but d'aboutir éventuellement à des réparations. C'est comme ça que c'était formulé. Et donc quand le roi va remettre les dents au Congo, les travaux sont en cours. Elles se terminent après. Donc c'est très stratégique, les regrets. Et je pense que là, il y a une peur viscérale, la Belgique, de perdre un partenaire économique, mais aussi de perdre tout ce lien affectif. Mais en même temps, c'est ça la peur, c'est rien d'autre. Et donc, le regret, pour moi, aujourd'hui et hier, je pense que c'était la même chose que de dire « sois pas fâché, on reste amis, quoi. » Il y a aussi un processus d'autocivilisation. Parce que quand on dit regretter, on ne dit pas qu'est-ce que moi j'ai fait, à qui. On est désolé que ça te... je suis désolé, mon ami congolais, que ça te soit arrivé. C'est ça, je regrette, quoi. Ce qui te rend plus humain, puisque... Enfin, ça, c'est Abdelmalek Sayad, il l'avait quand même bien dit aussi, le sociologue, il m'a dit ici, enfin, depuis la France ou l'Algérie, il avait bien raconté comment ces histoires-là sont avant tout des histoires de miroir, quoi. C'est une façon de s'auto-parler. Nous sommes arrivés à regretter, et par conséquent, ce qui s'est vraiment passé historiquement, et surtout, comme tu le disais dans ta question, la question de la responsabilité, c'est-à-dire pas de la responsabilité au sens de la culpabilité qu'il y aurait à produire sur des générations, mais comment répondre de la situation telle qu'elle a été faite et complètement, bien sûr, évacuée. La commission dont tu parlais, c'est terminé, ça c'est pour la petite... Ouais. C'est pas qui a fait quoi à qui, c'est pas une question. Alors, ça a été traité dans la commission, mais elle s'est terminée par ces mots, c'est toi qui avais relevé ça, ces mots du vice-président Groen, donc c'est plutôt la gauche, c'est les Verts, si vous voulez,
qui avait dit après... Parce qu'elle est tombée à l'eau, donc la commission, voilà. Hein. Ouais. Juste pour donner le contexte, parce que elle s'est terminée, on pourrait croire qu'elle a abouti. Non, elle est tombée à l'eau parce que un parti de la majorité, ou deux partis de la majorité et deux partis de l'opposition ont refusé de s'excuser. Refusé de s'excuser. Or, c'était la première d'une liste de peut-être 300 recommandations. Et comme la première recommandation n'a pas abouti, eh bien, ils ont mis le rapport dans le tiroir. Et donc, on reste avec des regrets. Merci. Le vice-président de Print, il aura ces mots. Voilà, les esprits ne sont pas mûrs. Voilà. C'est le retour du plan de 30 ans. Hein. Peut-être qu'un jour, les esprits seront mûrs pour y arriver, etc. Et donc, c'est surtout des énoncés comme ça qui sont... Et c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'ils ont été contraints à tout ça. Enfin, je veux dire, il n'y aurait jamais eu tout ça sans les LM, sans les mouvements de lutte. Il faut peut-être expliquer le plan Van Bilsen, parce que nos amis français... Il l'a dit déjà. Ah, il a dit Le plan de 30 ans. De 30 ans, oui. 1956. Comme je vois que le temps tourne, j'aimerais bien arriver sur le dernier point que je voulais aborder. Sauf si, enfin, je sais pas, on essaie de terminer pour 21h. Si jamais on finit à 8h demain matin. C'est un rituel, c'est pas en conférence. Nos autres, je sais pas s'ils vont accepter, mais je voulais quand même terminer avec la question du lien avec les assassinats policiers contemporains, en Belgique, mais aussi en France, qui visent les personnes racisées de manière générale, mais qui, quand elles visent les personnes noires, en fait, sont souvent caractérisées par une disproportion des forces policières qui sont déployées pour les appréhender au nom d'un présupposé raciste et négrophobe qui est celle de la supposée force surhumaine des hommes noirs, en fait, hein, particulièrement des hommes. Hein, c'est une violence qui s'abat particulièrement sur les hommes. Et donc, il y a donc en France l'histoire d'Adama Traoré, sur lesquels je ne sais plus combien de policiers se sont assis jusqu'à provoquer un étouffement, hein, ce qui a été nié d'ailleurs par la police. Mais puisque vous êtes aussi impliqué dans le collectif Vérité et Justice pour Lamine Bangoura, en fait, a priori, il avait 8 policiers aussi sur le dos devant son domicile. Et la justice belge a pourtant conclu en 2018 à un usage proportionné de la force. Donc il y a l'histoire un peu comme avec le trophée, hein, les dents de Lumumba comme trophée, il y a l'histoire du rapport au corps noir, au corps des hommes noirs. Et puis il y a aussi un autre parallèle qui est hyper frappant, c'est la question donc, du corps dissous de Lumumba, donc on l'a dit, hein, qui va au-delà de son simple assassinat politique. Mais en fait, dans l'affaire de Lamine Bangoura, il faut savoir que son corps a été séquestré pendant 3 ans par les instances judiciaires belges et les pompes funèbres, ce qui a empêché le processus de deuil. Et qui est en fait une autre manière en fait d'empêcher les gens de passer à autre chose, de prendre soin des personnes assassinées. Alors je suis tombé sur, je sais pas, je pense que c'est vous deux qui l'avez signé sur Ah oui. Je suis tombé sur la tribune que vous avez fait paraître donc sur le site lundi matin en préparant l'entretien. Et donc vous dites qu'en fait dans les mobilisations, a priori, bon, dites-moi si je me trompe, mais le lien avec Lumumba a été fait, puisqu'il me semble que des rassemblements ont eu lieu sur le square Lumumba à Bruxelles, et que la question du soin communautaire a été important, et que c'est même un décalage avec ce qu'on a, le répertoire de mobilisation qu'on a l'habitude de déployer, c'est-à-dire avocats, conférences de presse, etc. Et qu'en fait, ça a été... Voilà, expliquez-nous comment ça s'est mis en place, mais que ça a été au cœur de ce qui s'est passé. Moi, je peux commencer, mais je vais laisser François continuer, parce que... Non, je voulais juste dire... Enfin, je voulais juste dire que la famille est pour beaucoup. On a pris contact avec la famille, on est quelques-uns, on était au rassemblement Black Lives Matter à Bruxelles. Le papa a témoigné ce jour-là devant 20 000 personnes. Et voilà, il a raconté la manière dont son fils était atrocement fait abattre, étranglé, étouffé par des policiers à son domicile, alors qu'il ne représentait absolument aucun danger. D'ailleurs, il était attaché les bras derrière le dos, les jambes aussi, et des sangles
de déménagement au niveau du torse. Il était chez lui, il n'était pas armé. Bon, je veux dire, voilà, quelqu'un vraiment qui... Et surtout, il n'avait rien fait. Je veux dire, on venait pour le déloger parce qu'il avait un impayé locatif de 2 mois, donc quelque chose au fait qui se gère même si quelqu'un n'est pas prêt déontologiquement, normalement, il n'aurait même pas dû le forcer à partir. Il a montré de la résistance et ça a suffi voilà, à ce qu'il soit traité comme ça. Et donc, et comme tu viens de le dire, le service des pompes funèbres, voilà, je ne vais pas tout raconter, mais on fait un chantage avec la famille on mit la famille dans la capacité de récupérer le corps. Au début, c'était au niveau de la justice qu'on faisait traîner toute cette histoire parce qu'ils voulaient enterrer le corps en Guinée, mais on ne leur a pas donné l'autorisation. On a fait traîner avant de leur donner l'autorisation. Ils ne pouvaient pas récupérer le corps parce qu'il fallait que le rapport d'expertise puisse arriver, mais il n'arrivait jamais. Et alors, ce service funèbre n'a rien de trouvé de mieux que d'accumuler les frais financiers de manière journalière. Voilà, c'est complètement ahurissant de compter, je pense que c'était 25 € par jour, et donc cette chose... ils ont, et leur avocat aussi, un premier avocat aussi qui était vraiment un avocat corrompu, qui a promis qu'ils allaient récupérer le corps s'ils ne poursuivaient pas les justices, qu'ils allaient récupérer. En fait, la corps. police était plus ou moins, les services sociaux de la police étaient engagés à intervenir sur les frais, et au moment où papa Bangoura et maman décident d'aller en justice en appel d'une chambre de mise... Enfin bon, bref. C'est avant le procès, il n'y a pas eu de procès public, c'est toutes les chambres préalables. À ce moment-là, l'argent n'était plus disponible. Il n'y a plus d'accord financier de cet ordre-là. Puis après, et on était à BLM, on était à 20 000 € pour récupérer le corps. On est monté jusqu'à 30 000 €. Avec le comité, on a mis 1 an pour trouver des alliés, voilà. Mais donc, on a contacté la famille parce que la première décision en justice, qui était le non-lieu, est arrivée 2 jours après le rassemblement au BLM. Donc, on a contacté la famille. Ils étaient encadrés donc, par un avocat corrompu. On les a orientés pour qu'ils trouvent d'autres avocats. Mais il s'avère qu'avec cette famille, c'est noué quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'après BLM, on était beaucoup, je pense qu'on l'est toujours, mais qu'à ce moment-là, on avait une perception transnationale de ce que représentait la violence anti-noire. Je ne pense pas que la manière d'aller manifester de la part des personnes noires, je ne sais pas, la part des personnes blanches, je pense que ce n'était pas quelque chose de performé du tout. C'était quelque chose de pulsionnel que d'aller défendre la vie de ses frères et de ses sœurs. Il y a quelque chose qui était ressenti vraiment à fleur de peau. Et il y a un partage... il y a une sensibilisation, un partage d'émotions qui a circulé lors des rassemblements, ça se voit sur des photos, et dans le contact avec les familles. Et on s'est mis à partager beaucoup de choses dont on n'ose pas raconter, par culpabilité peut-être, par peur de ne pas être compris, ou qu'on ne nous croit pas sur des vécus. Toutes des choses habituellement tues ont été beaucoup plus facilement racontées à ce moment-là, et on s'est mis à partager une relation, mais qui a aussi consisté à permettre de comprendre c'est quoi la violence négrophobe, du coup, parce que c'est rentré dans le cœur du sujet, donc des choses très très difficiles à raconter pour un père, pour une mère. Voilà, rien que le fait que le corps était dans une chambre froide, donc il fallait parler de choses aussi sordides que ça. Et peut-être juste sur l'espace Lumumba, qui est un espace qui a été finalement plus ou moins concédé entre 2 communes, on va dire, entre 2 municipalités. Enfin, il y avait toute une histoire à ces revendications pour un espace, une place Lumumba, c'est devenu une sorte de square
qui est, si vous voulez, une sorte de prolongement d'une bouche de métro. Hein. Bon, en gros, le long de 2 voies rapides. Ce qui était quand même marquant, c'est les formes de manifestations, rituels, prières pour la mine, ou autour de la mine Bangoura plutôt, qui sont faites sur cet espace-là avec des modes de communication, en effet, qui ne ressemblent pas au répertoire d'action, mais parce que la question était, voilà, où est le corps, comment le faire réexister ici, parmi nous, etc. C'est devenu un peu ça.